Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Hollande, France, Irlande, Espagne, les peuples contre la caste européenne. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine, je veux remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Radar, Luc Tobiana, ma chère Anissé et quelqu'un qui se reconnaîtra, User 4Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier, vous êtes formidables. Plus de 1000 messages par jour. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de faire au mieux. Et puis merci pour les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et merci aux gentils abonnements. On ne lâche rien. Le combat, j'ai l'impression, ne fait que commencer. Ma chère Anissé m'a posé une question. Que pensez-vous de cette victoire du camp patriote en Hollande ? Eh bien, je vais laisser la parole à Charles-Henri Gallois de Génération Frexit. Geert Wilders, vainqueur hier des élections législatives aux Pays-Bas, a dans son programme le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Oui, il veut un exit. C'est par conséquent très positif. J'ouvre juste une petite parenthèse. Hier, je vous ai annoncé 35 députés, mais les résultats définitifs ont donné 37. C'est une énorme victoire, un séisme, selon le Figaro. Le problème est que le scrutin est intégralement proportionnel. Il devra donc probablement faire alliance avec le Parti libéral de Mark Rutte et d'autres partis pour pouvoir gouverner. Ces derniers, qui sont européistes, souhaiteront sans doute que le référendum saute. Il risque d'être malheureusement bloqué par cela. Charles-Henri Gallois nous propose un scénario très pessimiste, mais qui s'appuie, hélas, sur l'expérience. On se rappelle la Grèce, et puis dernièrement l'Italie de Meloni. Mais voilà, il y a une alternative à ce scénario très pessimiste, c'est Geert Wilders lui-même. C'est quand même quelqu'un de particulier. Il vit sous protection policière du fait de ses propos sur l'islam. C'est quelqu'un qui est un combattant, c'est pas un ventre mou. Et lorsqu'on écoute ses dernières déclarations, il est très offensif sur la classe politique hollandaise qu'il qualifie d'avoir trahi la nation hollandaise. Dans ces conditions, on peut penser qu'il peut aller au bout du référendum sur le Nexit. Et puis, il peut rappeler aux Hollandais que ces derniers avaient voté contre la Constitution européenne. En 2005, les Hollandais, je crois, avaient voté à plus de 60% contre la Constitution européenne. Vous voyez donc, il y a des éléments qui peuvent lui permettre de mettre en place ce Nexit. C'est pour cette raison que vous voyez tous les journaux européistes parler de séisme et être catastrophés. Alors, bien évidemment, ils vont essayer de chercher la contre-attaque. Mais ils ont en face d'eux manifestement un battant. On va se déplacer, on va aller en Irlande, à Dublin. Que se passe-t-il ? Irlande, scène de chaos à Dublin après une attaque au couteau qui a fait 5 blessés. Un individu qualifié de migrant algérien sur les réseaux sociaux et par de nombreux manifestants a blessé 5 personnes, dont 3 enfants, dans une attaque au couteau jeudi après-midi. Les contestataires brandissaient jeudi soir des pancartes « Irish Lives Matter ». Mais pourquoi un tel déchaînement de violence ? Ah, vous allez me dire, mais il y a une agression au couteau, et puis nos cousins celtes, c'est le fighting spirit, sont pas vraiment des faibles. Et puis ils nous ont suffisamment observés avec nos marches blanches, nos lâchers de ballons et nos petites bougies. Eux, ils ne veulent pas se soumettre. C'est certain, mais il y a peut-être d'autres raisons que je vais essayer de vous montrer. On va revenir en arrière. Il y a environ 8 semaines, des migrants clandestins ont été installés dans la rue du Drame, d'où la colère des riverains. Ils n'ont pas été logés n'importe où, ils ont été logés dans des hôtels, et notamment dans l'hôtel Holiday Inn Express de Berlin. Et en Irlande, pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé hier, 30% des hôtels du pays sont utilisés pour héberger des migrants. Vous voyez où je veux en venir ? Non ? Eh bien, regardez qui apparaît à l'écran, pustula. Les peuples européens, que ce soit en Hollande,
en Irlande ou en France, sont en train de mesurer les conséquences de la politique d'accueil des migrants voulue par l'Union européenne et accélérée par Pustula. Ils sont en train de se révolter parce que c'est la triple peine. D'abord, cela coûte un pognon dingue, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire plus d'impôts. Il y a une augmentation, il y a une corrélation de la délinquance, et puis, comme l'expliquent nos experts, nous arrivons vers de la décivilisation. Et ça, cela devient insupportable pour beaucoup de citoyens européens. Ils attendent de leurs élus de la protection et ils ont exactement l'inverse. C'est par ailleurs ce que dit avec beaucoup de conviction et beaucoup d'émotion Charlotte Dornelas. On l'écoute. Ce qui est sûr, c'est que oui, les vies se valent de manière indiscutable. En revanche, la réaction, c'est-à-dire que la volonté de dénoncer la politisation est une politisation puissance 10 000. C'est-à-dire que leur manière d'appeler à la retenue et à la décence le lendemain de Lola, puisque vous avez rappelé qu'Elisabeth Borne en avait parlé le lendemain de Lola, aujourd'hui, alors même qu'une marche blanche se fait dans le calme absolu, que la maire prend la parole avec une dignité hallucinante. Et où était Madame Borne pour appeler au calme et à la retenue le lendemain de la mort de Naël, quand le pays entier était en train de brûler ? Non, elle appelait à la retenue à ce moment-là sur les gens qui dénonçaient les émeutiers. Donc là, c'est même plus que les gens veulent plus voir, c'est même plus c'est de la pure lâcheté. C'est de la lâcheté sur le dos de leur peuple. Je ne sais pas si on imagine en fait le degré de trahison qu'il y a dans cette volonté de dénoncer la politisation, qui en est une par peur et par lâcheté vis-à-vis de gens qui leur font peur. Et ils appellent en effet au calme à des gens qui ne leur font pas peur, parce que la dernière fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est juste qu'ils avaient enfilé un gilet jaune gentiment sur des ronds-points, et on s'est servi de quelques excités à Paris qui en effet détruisaient tout pour dénoncer ce mouvement-là, parce que dans le fond c'est la même France, et c'est toujours sur elle que ça retombe à la fin, c'est toujours elle qu'on invisibilise, c'est elle qu'on demande de se taire toute la journée. Moi je vous assure, la phrase d'Elisabeth Borne là, elle est pas passée, mais vraiment pas. Vous savez la colère que j'ai à chaque fois qu'il y a ces histoires-là. Là, j'ai entendu cette phrase et je me suis dit, mais ils veulent quoi en fait ? Ils veulent quoi ? Mais ils veulent apaiser peut-être là. Ah bah, ils veulent apaiser pile au moment où tout le monde est déjà apaisé, où tout le monde réclame précisément, où tout le monde a encore précisément le degré de civilisation suffisant par rapport à l'ensauvagement pour organiser une marche blanche, pour prendre la parole calmement, pour expliquer qu'ils veulent la justice précisément pour pouvoir imaginer un jour retrouver l'apaisement. C'est le degré ultime de la civilisation. Ils veulent quoi de plus en fait ? Ben, c'est terrible. Vous me donnez la chair de poule, Charlotte. La façon dont vous exprimez et on ressent le cri de la France d'en bas, en fait. Celle qui n'est pas entendue par les pouvoirs publics. Celle qui souffre et qui ne se sent pas représentée, même au sein de l'Assemblée nationale. Et celle qui dit sa colère tout calmement à chaque nouveau prénom. Cette litanie de prénoms. Celle qui est borgnée pendant les marches des Gilets jaunes. Pour bien comprendre ce que dit Charlotte, cette inversion en quelque sorte des valeurs, il va falloir remonter à certains numéros des entretiens où j'ai déjà traité la question. On va d'abord commencer par la parole de Gérald Darmanin. Mercredi, Gérald Darmanin a montré à un collègue ministre les noms des gardes à vue de Crépol. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays, soupire son interlocuteur. Mais il y a quelque chose que GG nous cache. Il nous cache que le principal suspect est connu défavorablement des services de police, comme on disait autrefois, sur le service public. Il est âgé de 20 ans, de nationalité française. Remarquez, on cache son identité, mais Gérald Darmanin nous a donné un petit indice. Il habite à Romans-sur-Isère. 2 condamnations pour recel de vol et port d'armes blanches. Interdiction depuis septembre de porter une arme blanche. Eh bien, la justice n'est pas très efficace puisqu'il a utilisé son arme blanche. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse qui est très importante. Quand un individu est capable de commettre un tel geste, de planter avec un couteau une autre personne, c'est qu'on a affaire à un criminel endurci. Quand on regarde son passé judiciaire, son vrai passé judiciaire, alors je ne parle pas forcément de celui-là, mais de ceux que j'ai pu connaître, on arrive à avoir 50, 70, 80 affaires. Et ils ne sont jamais condamnés. Autrement dit, le laxisme de la justice fabrique des criminels endurcis. Dans n'importe quelle autre civilisation, ils auraient été arrêtés à 14, 15 ans. Ils auraient été mis dans des structures particulières. Là, ils sont libres comme l'air et ils sont libres surtout de commettre l'irréparable.
Et à chaque fois que nous sommes en présence de ce type de drame, nous constatons comme une attitude stéréotypée des politiques, des journalistes et des juges. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il y aurait des ordres cachés, une théorie du complot? Parce que on est bien obligé, en effet, de remarquer que les journalistes minorent les faits de Crépol et essaient même d'étouffer l'affaire. Nous constatons que Gérald Darmanin essaie bien de cacher l'origine ethnique de l'agresseur. Et lorsque nous avons enfin accès au dossier de l'agresseur, on s'aperçoit qu'il est très chargé, ce qui nous permet d'en déduire que la justice est très laxiste. Oui, est-ce qu'il y aurait des directives secrètes derrière? Eh bien oui, selon Malika Sorel, il y aurait des directives européennes. La première directive européenne, c'est de cacher l'origine ethnique des agresseurs parce que sinon les populations indigènes pourraient se révolter contre la politique d'accueil des migrants. Et il y a une deuxième directive qui recommande à la justice, cette fameuse justice Soros, d'être clémente envers les délinquants issus de l'immigration. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire la décomposition française de Malika Sorel, où elle vous présentera tout ce que je vous ai dit, document à l'appui. Il faut savoir que lorsqu'on lit sa fiche Wikipédia, Malika Sorel, on s'aperçoit qu'elle est l'égérie de la fachosphère. On comprend pourquoi. Elle dénonce les politiques d'accueil des migrants de l'Union européenne. Alors, quel est le bilan de ces politiques d'accueil de l'Union européenne? Eh bien, j'ai presque envie de dire, c'est cet article. Attaque mortelle à Crépol, la cité de la monnaie, un quartier tenu par le trafic de drogue et les règlements de compte. Oui, ces quartiers se sont multipliés en France avec la complicité de l'Union européenne et des pouvoirs publics. Le seul petit problème, c'est comment font-ils pour essayer que les choses ne s'embrassent pas tous les jours? Eh bien, ils financent à travers notre argent, nos subventions, tous ces quartiers. Les assaillants de Crépol étaient nombreux à venir du quartier de la Monnaie. Je suis allé voir le montant des subventions reçues par leur quartier au titre de la politique de la ville. Bilan en 2020, 4,5 millions d'euros investis. Avec votre argent, oui. Si je résume un petit peu, vous avez donc l'Union européenne qui détruit les services publics, mais comme la nature a horreur du vide, il faut remplacer ces services publics. Eh bien, c'est le rôle des associations. Et ça a un intérêt, les associations. Non pas parce que c'est efficace, non. Ça achète la paix sociale que quelques semaines, parce que la réalité est tout autre, et je vais vous le montrer. Non, cela permet aux maires, aux élus, d'avoir des clientèles. Les associations, eh bien, elles vont être fidèles au bras qui les nourrit. Et c'est ainsi que notre système s'enfonce dans la corruption. C'est ainsi qu'une grande partie des gens que vous voyez dans vos mairies ou qui sont à l'Assemblée nationale ont pu obtenir leur poste. Parce que la réalité, c'est que ces associations sur le terrain ne servent à rien, comme le montrent les émeutes de juillet 2023. Et on se rappelle que Darmanin nous avait dit « Avec les émeutiers, nous serons très fermes ». Villeneuve-le-Roi, l'émeutier qui a incendié la mairie, est condamné à du sursis. La boucle est bouclée. La politique européenne en cette matière, c'est vraiment la triple peine. La première peine est financière. Il faut loger, il faut accueillir, il faut financer les associations, il faut financer la santé, etc. Les Français sont grevés d'impôts et on ne peut pas dire qu'ils reçoivent la monnaie de leur pièce puisque ils voient augmenter l'insécurité, la violence, la décivilisation. Et puis, il y a la troisième peine, elle est démocratique, et Charlotte nous l'a très bien expliqué. Nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Au contraire, on nous culpabilise, on fait en sorte, taisez-vous, souffrez en silence. On nous invisibilise. Alors, dans ces circonstances, on comprend que d'autres citoyens européens finissent par se révolter. Tiens, puisqu'on parle de problèmes démocratiques, Elisabeth Borne, celle qui a été si méprisante, 18e 49.3 d'Elisabeth Borne sur la partie recette du budget de la sécurité sociale. Les LR vont-ils laisser Macron gouverner par 49.3 pendant 5 ans tout en nous expliquant qu'ils sont dans l'opposition? À quand le retour de la démocratie ? Mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de laisser dans l'histoire une trace déplorable, Elisabeth Borne, qu'à force de mépriser le peuple français, il pourrait y avoir des conséquences? Et on a l'impression que ce phénomène de mépris
touche tout le gouvernement d'Emmanuel Macron, comme s'il savait que de toute façon les choses allaient bientôt se terminer. Pensez à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, oui, le dilaté, appelle les Français à se secouer les puces. De lit, ça on ne sait pas, afin d'atteindre le plein emploi et annonce qu'il veut réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Le déficit budgétaire explose, le chômage remonte, eh bien ce sont les Français qui sont responsables et non pas Bruno Le Maire. Une inversion accusatoire pour faire passer une réforme absolument immonde, la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans, alors que l'on sait que c'est cette catégorie qui est la plus touchée par le chômage. Mais ces gens, ils sont nés avant la honte, c'est le mépris incarné. Et c'est ce même Bruno Le Maire qui ment aux Français, là encore, à un niveau stratosphérique. Alerte sur les tarifs de l'électricité. Le contrat que Bruno Le Maire vient de négocier avec EDF prévoit une augmentation carabinée du mégawattheure d'ici 2 ans. Mais le ministre Le Maire, Bruno, n'a pas l'air d'être au courant. Les gros mensonges de Le Maire sur les hausses de tarifs de l'électricité. Là, j'avoue que Bruno Le Maire a dépassé tout ce que j'ai pu entendre dans toute ma carrière. En promettant la stabilité des prix, le ministre de l'économie a omis de préciser que ce serait après une forte augmentation. Ce n'est même plus du mensonge, de la manipulation, c'est nous prendre pour des débiles. Alors, est-ce que Bruno Le Maire a compris que c'était terminé et qu'il n'en avait plus rien à faire? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont une carte dans leurs mains et ils se sentent tout-puissants? Florian Philippot nous évoque une piste. Flambée de panique sur une nouvelle épidémie en Chine ce soir dans les médias français. Que mijote-t-il? Et on nous parle énormément des enfants. Les journaux ce soir, une hausse des maladies respiratoires, ravive de mauvais souvenirs. L'horloge de la pandémie fait tic-tac. Une mystérieuse maladie, etc. Plus personne ne sera dupe. Et puis, il faudrait que le scénario soit à l'échelle mondiale. Est-ce que cela est possible? J'aurais tendance à répondre par la négative, parce que si Macron essaie de rejouer le scénario de la pandémie, il risque de se heurter à la presse anglo-saxonne. Vous voyez par exemple ce que j'ai trouvé dans le Sydney Morning Herald à ce sujet de cette hausse des maladies respiratoires en Chine. Les autorités chinoises ont attribué l'augmentation des maladies respiratoires dans le pays à la levée des restrictions liées au Covid-19. Au Mycoplasma pneumoniae, que l'on trouve dans les pays tropicaux, une infection bactérienne courante qui touche généralement les jeunes enfants, au virus respiratoire syncytial, qui donne les rhinites, et au virus responsable du Covid-19, mais dont on sait qu'il n'est plus aussi dangereux qu'autrefois. Autrement dit, il joue bien sur des peurs. Et ce qui est intéressant dans l'article du Sydney Morning Herald, c'est qu'il explique que les jeunes enfants ont perdu du système immunitaire pendant le confinement. Est-ce que c'est pour cette raison que le gouvernement joue la dramatisation pour faire en sorte qu'on ne voit pas leur responsabilité dans ce qui s'est passé pendant la pandémie? C'est un scénario. Et puis, cela se resserre autour du gouvernement. Je vous mets l'extrait dans ma description du discours de ce monsieur, il faut absolument l'écouter. Ce député a donc écrit une lettre à l'Agence européenne du médicament pour lui demander des éclaircissements sur l'autorisation du PSHUT. Et la réponse est édifiante, l'Agence européenne du médicament a bien certifié que le PSHUT ne protégeait ni l'infection ni de la transmission et que les gouvernements étaient au courant. Oui, monsieur Véran, quel commentaire pouvez-vous faire là-dessus? Dans toute autre démocratie, Olivier Véran devrait démissionner et on devrait lui demander des comptes sur ses mensonges. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.